Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, un hors-série dirons-nous. Comme vous l'avez remarqué ces derniers temps, j'étais assez peu actif sur YouTube en raison de ma scolarité. Et justement dans le cadre de celle-ci, j'ai dû faire de la radio et je faisais des chroniques historiques spécialisées en histoire. Alors aujourd'hui je vous fais une compilation de 3 des chroniques que j'ai pu faire. J'espère que cette petite vidéo un peu atypique vous plaira et on se dit à très bientôt. Bye bye. Bonjour à tous et bonne écoute de cette chronique historique. Ensemble, découvrons les personnalités et les événements qui restent à ce jour mystérieux pour la communauté des historiens-chercheurs. Aujourd'hui, nous allons voir qui était le véritable roi Arthur, que nous connaissons plus généralement sous ses aspects héroïques et fantastiques. Arthur est un personnage historique contesté, et à juste titre, car les sources que nous avons sur son existence datent d'une période lointaine vis-à-vis du règne du roi. Effectivement, c'est Godefroy de Monmouth qui au XIIe siècle établit le récit du règne d'Arthur Pendragon, 6 siècles après la vie de celui-ci, qui jusque-là n'était entretenu que par la tradition orale. Arthur y est décrit comme roi des Bretons, d'origine celtique et largement influencé par la romanité, dont il aurait d'ailleurs été un défenseur culturel comme bon nombre de seigneurs occidentaux à la chute de l'Empire. En réalité, si Arthur a vraiment existé, il n'était pas roi, comme le souligne le moine et compilateur Nennius, mais un des nombreux seigneurs de Britannia, l'Angleterre actuelle. Sa troupe de mercenaires cavaliers d'élite, les Bucelaires, était sur le champ de bataille sa garde rapprochée, et de fidèles combattants. La légende des chevaliers de la table ronde vient sûrement de là. Son domaine seigneurial de Camelot n'a jamais été retrouvé, pas plus que des traces de son existence en Bretagne française ou en Scandinavie, comme la légende arthurienne le prétend. De toute manière, la vision que nous avons aujourd'hui du seigneur breton a été influencée par l'art et la littérature moderne. Le cinéma ou les peintures représentent Arthur et ses chevaliers en armure tout à fait anachronique, dans des châteaux n'ayant pas encore été imaginés au VIe siècle. Le cadre historique prêté à la légende arthurienne colle plus au règne d'un seigneur du premier millénaire. Arthur est entré dans l'histoire après avoir guidé les troupes bretonnes face à l'envahisseur anglo-saxon, au cours de 12 affrontements, le plus célèbre étant la bataille de Badon Hill, présentée en l'an 516 de notre ère, selon l'Historia Britonum, où il inflige une terrible défaite aux chefs germaniques Aile de Sussex et Cerdic de Wessex. Mais encore une fois, rien n'est moins certain, car le premier auteur à parler de cette bataille, Gildas le Sage, ne fait aucunement mention du roi Arthur, ni des seigneurs saxons d'ailleurs. Si l'on en croit les annales de Cambrie, Arthur meurt en 537 à la bataille de Camlan. La légende arthurienne reprend cet événement en y ajoutant les éléments de sa propre histoire. Il y aurait tué son fils Mordred et sa dépouille amenée sur l'île d'Avalon dans l'attente de sa résurrection future. La légende se mêle au réel. Cependant, à l'aube de l'an 600, 4 familles royales de Bretagne comptent un fils nommé Arthur, ce qui laisserait supposer que le mystérieux seigneur ait laissé un héritage culturel à ses contemporains. Finalement, le roi Arthur reste une légende en dehors même de la vie mythique qu'on lui prête. Son existence ne peut être affirmée. Pour autant, ses actions influencèrent le roman national anglais pour les siècles à venir, et a fait de lui le roi le plus célèbre du Moyen-Âge à travers le monde. Bonjour à tous et bonne écoute de cette chronique historique. Ensemble, découvrons les personnalités et les événements qui restent à ce jour mystérieux pour la communauté des historiens-chercheurs. Aujourd'hui, nous allons voir l'hypothèse selon laquelle la Chine impériale aurait découvert l'Amérique en 1421, soit 71 ans avant Christophe Colomb. Lorsqu'ils quittent la Chine en 1405, les marins guidés par l'amiral Zheng He ne s'imaginent pas partir pour la plus grande expédition maritime que l'homme ait connue. Cet événement est tout à fait exceptionnel pour l'époque, puisque c'est une immense flotte de 250 navires qui aurait été mise à flot, dont 60 tout à fait uniques. Ces immenses jonques, appelés bateaux trésors ou Baochuan en chinois, mesuraient plus de 135 mètres, là où la Santa Maria de Christophe Colomb, 70 ans plus tard, ne mesurait que 25 petits mètres. Équipées de 9 mâts, ces immenses embarcations transportaient vivres militaires et civils, et bien évidemment les trésors que la flotte pourrait ramener en Chine depuis les terres lointaines. Il y eut en tout 7 voyages ou expéditions,
qui permirent aux Chinois, en plus de compléter et améliorer leur connaissance de la géographie terrestre, de commercer avec des peuples reculés. Au cours des nombreux périples de Zheng He, la flotte atteint le plus à l'est le Kenya, l'Arabie et l'Iran. Les fameux trésors dont nous parlons sont en réalité de l'ivoire ou des animaux exotiques, comme une girafe ramenée de Malindi, des zèbres, dromadaires, autruches et autres créatures alors inconnues des Chinois et interprétées comme des animaux légendaires. Les Chinois échangent ces animaux contre de l'argent, de la porcelaine, de la soie ou même de l'or. Les Chinois possèdent alors une flotte sans pareille en Occident, et leurs inventions telles que le gouvernail des tambottes, encore aujourd'hui utilisé, la boussole magnétique ou encore l'impression des cartes maritimes leur permirent d'accomplir un tel périple. Cependant, Gavin Menzies, ancien commandant de sous-marins dans la Royal Navy, avance l'hypothèse selon laquelle les Chinois, durant leur 6e expédition, auraient franchi les limites de l'impossible. Effectivement, la flotte au trésor en longeant l'Afrique au-delà du Kenya serait parvenue à dépasser le cap de Bonne-Espérance, se retrouvant dans l'Atlantique. De là, les navires auraient pu atteindre les côtes américaines, notamment les Caraïbes, où une tempête tropicale aurait fait s'échouer de nombreux bateaux sur l'archipel de Bimini. Cette expédition, qui serait revenue en Chine après avoir contourné le cap Horn au sud du Chili, serait donc la première circumnavigation humaine, comprenait tour du monde, près d'un siècle avant Ferdinand de Magellan. Une autre partie de la flotte aurait fait le tour de l'Australie. Incroyable. Pourtant, ne retenez rien de ce que je viens de dire, car ces voyages sont très mal documentés pour la simple raison qu'à la mort de l'empereur Yongle, les mandarins et nobles chinois rejettent l'ouverture de la Chine sur le monde amorcée par le dirigeant mort. Ils referment l'empire du milieu sur lui-même et vont jusqu'à détruire la flotte jugée inutile et brûler les archives de ces voyages. Toutes les connaissances des Chinois sur le monde lointain partent en fumée en 1470, et la Chine amorce son déclin qui profitera aux Portugais et aux Espagnols qui s'offrent alors le monde, à la différence des Chinois qui n'établirent jamais de colonie. Après tout, la Chine, c'était le monde, il n'y avait pas de raison d'aller s'installer ailleurs. La dernière expédition revient en 1433 et la Chine rentre en autarcie. Peu de temps après, la reconstruction de la Grande Muraille est ordonnée, l'avenir se joue sur terre et non en mer. Tout le monde connaît l'Iliade, récit fantastique grec qui raconte l'histoire de la guerre de Troie. Les héros tels qu'Achille, Ulysse, Hector, Paris ou encore Ménélas ont façonné le roman national des Grecs dans le passé et leur histoire est aujourd'hui connue et enseignée dans le monde entier. Pourtant, s'il est bien une histoire similaire qui n'est-elle connue de personne, c'est la chanson des Nibelungen, sorte d'Iliade allemande du Moyen-Âge. Penchons-nous sur cette mythologie et plus particulièrement sur la vie de Siegfried, héros parmi les héros. La chanson des Nibelungen est un récit mythologique qui, à l'instar de la légende arthurienne, prend place dans notre réalité à la chute de l'Empire romain. De toute évidence, c'est une période qui fut fertile à l'écriture de textes fantastiques dans toute l'Europe. Deux figures ressortent principalement de ce récit. Nous retrouvons tout d'abord Dietrich de Berne, guerrier valeureux connu pour être un tueur de dragons. Mais ici, c'est Siegfried qui nous intéresse. Les origines historiques de ce héros mythologique restent toujours floues, et aucune preuve ne peut affirmer la théorie la plus répandue. Celle-ci fait une nouvelle fois référence à Rome, mais nous devons pour cela revenir 400 ans en arrière. En l'an 9 de notre ère, 3 légions commandées par le général romain Publius Quintilius Varus s'aventurent en Germanie. En plein hiver et attaquées par les peuples locaux, l'armée se déplaçant en colonne est harcelée puis anéantie durant la bataille de Teutobourg. Rome perd ainsi une grande partie de sa puissance militaire opérationnelle et se retrouve affectée pour les années à venir. C'est aussi une démonstration de force de la part des tribus germaniques qui prouvent ici à l'envahisseur romain qu'elles peuvent s'unir davantage que les Gaulois un demi-siècle plus tôt. Si ce plan de résistance de la part des Germains est impressionnant, une grande partie du génie de l'attaque vient d'Arminius, un fidèle du général Varus qui s'était retourné contre lui, préférant ses origines germaniques.
Le personnage de Siegfried serait ainsi l'allégorie d'Arminius, et le dragon que notre héros mythologique tue dans ses aventures représenterait en réalité le géant romain, dont la tête fut coupée à Teutobourg. Comme pour le véritable roi Arthur, dont je vous avais parlé dans une précédente matinale, l'histoire de Siegfried, ou Sigurd, en vieux norrois, langue médiévale de Scandinavie, est intimement liée à la chute du grand empire romain. Arminius, quant à lui, fut au XIXe siècle, à la création de l'Allemagne, remis au goût du jour, au service de la propagande nationaliste allemande. Une immense statue de 53 mètres, nommée Hermannsdenkmal, fut d'ailleurs érigée dans la forêt de Teuterbe, lieu de la bataille. Le monument est visité par plus d'1,3 million touristes par an. Arminius est à l'Allemagne, ce que Boadicée est à l'Angleterre, ou ce que Vercingétorix est à la France.